Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue. Dans ce magazine, nous avons le plaisir de retrouver Thomas d'Ansbourg. Thomas d'Ansbourg, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Renaissance du Livre, avec Laurence Van Rumbeek, un livre qui s'intitule Bruxelles 22 mars, Vivre après les attentats. Pourquoi ce livre ? Pour commémorer l'événement du 22 mars, l'événement tragique tant à l'aéroport que dans le métro. C'est une idée du magazine Le Vif d'avoir suivi deux personnes qui ont subi l'attentat, qui ont été blessées physiquement, mais qui ont heureusement réchappé pendant une année pour voir quelle est la vie après un attentat, comment est-ce qu'on se remet d'abord physiquement et puis bien sûr psychiquement, mais aussi socialement et professionnellement au travail, et comment est-ce qu'on traverse les difficultés de soins, les tragrasseries administratives, etc. Et puis ce parcours leur a paru suffisamment intéressant pour en faire un livre plutôt que simplement un article. Et à l'occasion de ce projet de livre, on m'a demandé de faire un chapitre sur l'après-attentat, quelle serait ma réflexion sur l'après-attentat. Et j'étais touché de cette demande parce qu'effectivement, je travaille depuis bientôt 25 ans à accompagner les êtres humains dans la recherche de sens et dans le démantèlement des mécanismes qui génèrent cette violence subtile sur soi, sur les autres et qui compromet l'accès au sens. Donc j'étais très touché de pouvoir faire ce commentaire, d'apporter cette réflexion. Il y a quelques semaines déjà, vous aviez publié un livre, La paix, ça s'apprend, aux éditions Actes Sud. Oui. Donc est-ce qu'on reste dans la même thématique? Ah oui, absolument. Je reprends d'ailleurs certains éléments du livre coécrit avec David Van Rebroek, La paix, ça s'apprend, chez Actes Sud, dans ce nouveau livre aussi, parce que la réflexion de base, c'est comment se fait-il que nous ayons créé une société qui correspond à certains mécanismes de pensée, à certaines habitudes, à certaines valeurs. Comment est-ce que nous avons réussi à créer une société qui génère un tel déclenchement de haine? Nous, dans ce chapitre, je souhaite regarder les attentats comme un épiphénomène d'une société qui génère beaucoup de violence parce qu'elle est vraisemblablement bâtie sur de la violence. Elle est bâtie sur des rapports de force, de domination, de soumission, d'agression, de manipulation, et elle n'est pas basée sur des valeurs de collaboration, partage, solidarité, entraide, écoute attentive des uns des autres. Elle n'est pas basée sur ces principes-là, même si elle prétend vivre ces valeurs. Et donc il y a une sorte d'incohérence dans la société qui se manifeste par cette explosion de violence. Je souhaite le regarder comme ça parce que ça nous donne un axe de transformation possible. Il y a d'autres enjeux dont je m'explique, plutôt géopolitiques certainement dans cette affaire-là. Toutefois, ce qui m'a interpellé, c'est de réaliser que les auteurs des attentats ont été élevés dans nos structures, dans les écoles françaises, dans les écoles belges, ils sont de nationalité franco-belge, française ou belge, et c'est donc vraiment surprenant de se dire qu'est-ce qui fait que le système scolaire en partie, mais aussi d'intégration ou pas des familles, le système social a généré de telles bombes à explosion. On a vu dans certaines des émissions auxquelles vous m'avez invité la mécanique de la cocotte minute. Quand je rentre mes frustrations, ma colère, mes désaccords, mes besoins de sens, d'appartenance, de reconnaissance, je rentre tout ça dans ma cocotte minute parce que je ne sais pas comment vivre ces choses-là. Je ne sais pas comment créer ce dialogue avec la chaise que nous avions utilisée intérieurement. Eh bien, cette cocotte minute, tôt ou tard, elle explose. Et je pense que nous avons là un phénomène tragique d'explosion, de beaucoup de refoulement, de beaucoup de peine, de colère, de rage, qui n'ont pas trouvé un exutoire pour se dire et être entendus. Et donc c'est une invitation à revoir vraiment le fonctionnement de notre société, revoir nos systèmes éducatifs. Particulièrement, il me semble qu'aujourd'hui, tout citoyen qui va à l'école, depuis le plus jeune âge, devrait apprendre, avec lire, écrire et calculer, une compétence jugée au moins aussi fondamentale qui est qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que mes sentiments disent de moi? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me met dans une heureuse expansion créatrice de moi-même au service des gens, des autres, de la société, ravi d'être là et de participer? Mais également, qu'est-ce qui me peine? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui m'attriste ou me met en rage? Qu'est-ce qui me terrorise et que j'ai besoin de comprendre avant que ne s'accumule en moi tellement de frustration que tôt ou tard ça explose à la figure des gens. Vous voyez, ce travail de discernement, connaissance de soi est vraiment d'intérêt public. Autrefois, je parlais de santé publique. Aujourd'hui, j'ajoute de sécurité publique. On le voit. Nous sommes en train de changer.
Et justement, comment est-ce que vous proposez, vous dites voilà, ce serait important de le faire dès la plus jeune enfance, d'intégrer cela dans les parcours scolaires, mais de quelle manière? Ça veut dire qu'il y aurait de nouveaux maîtres qui seraient formés en communication non violente, formés à la bienveillance, formés... Oui, notamment ça, bien sûr, que l'éducation soit beaucoup plus diversifiée. Pour le moment, les enfants passent leur journée à former leur cerveau gauche, le cerveau logico-mathématique. On apprend, on raisonne, on capte, on stocke et on régurgite. Mais on n'apprend pas à ressentir, on n'apprend pas à s'émerveiller, à sentir la sensation physique. On ne fait pratiquement pas d'exercice corporel, et, à part un peu de sport. Mais comme on le sait, le sport nourrit un aspect de la dynamique physique, mais pas beaucoup l'aspect d'expansion, de sensation, de joie d'être que peuvent nourrir d'autres pratiques comme le théâtre, la danse, le chant, l'improvisation. Ces choses-là devraient être livrées à chacun pour que chacun ait l'occasion de tressaillir de tout son être, de se sentir vivant. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai pu m'occuper pendant 10 ans de jeunes de la rue qui, faute de se sentir vivants, parce qu'ils jouent au ballon dans des cours en béton et qu'il y a peu de climat d'empathie autour d'eux et que les activités sont finalement assez ennuyeuses, eh bien, ils se trouvent beaucoup plus vivants quand ils ont balancé un pavé dans une vitrine ou qu'ils ont grimpé par le mur pour entrer dans la boutique par derrière pour faire un casse. Tout d'un coup, il y a un peu de piment, il y a un peu d'excitation. Nous avons absolument besoin de donner une éducation qui soit complète, où l'on ait pu à la fois former le cerveau logico-mathématique, bien sûr, les connaissances pragmatiques, mais également une éducation à la beauté, une éducation à la sensibilité, une éducation à la joie d'être ensemble, de co-créer, une éducation à l'appartenance soutenante au groupe, une éducation à la sensation de faire partie d'une nature qui est magnifique, qui est belle, et qu'on a donc besoin de côtoyer pour pouvoir la respecter. Vous voyez que c'est un changement significatif, mais je ne suis pas surpris d'entendre le bénéfice de l'éducation anglaise traditionnelle, et j'ai rencontré beaucoup de familles qui ont mis des enfants en Angleterre, à l'école, parce qu'on forme la tête le matin et tout le reste l'après-midi. Chant, danse, musique, activités sportives et de groupe, création, tout cet enjeu-là est considéré comme essentiel. Et j'en suis absolument convaincu quand j'ai pu voir quelle émancipation j'ai pu faire de moi-même en apprenant par exemple à chanter, à poser ma voix, à prendre des cours de chant seul, mais également à participer dans un chœur. Ça m'a déniaisé d'un contingentement en moi. Alors voilà, dans ce petit livre, je souhaite tirer parti de l'épreuve terrible que nous avons subie à cause de ces attentats, en se disant, dans la vie individuelle des êtres humains, quand il y a une épreuve, assez souvent, il y a à la clé une possibilité d'éclosion. Je ne suis de nouveau pas dans un dolorisme en souhaitant l'épreuve, sûrement pas. Mais si l'épreuve est là, peut-être que nous avons l'occasion de nous émanciper d'un certain cocoonement. C'est rude, bien sûr, ce que je dis, et en même temps, je vous invite à voir comment tirer parti collectivement de l'épreuve que nous avons vécue pour transformer ce qu'il y a à transformer, rétablir un fonctionnement de société beaucoup plus égalitaire qui permette à chacun de participer, de connaître le meilleur de soi pour le mettre au service de tous, et ça demande de vraies transformations. Vous savez, j'ai fait un métier d'avocat dans la première partie de ma vie, je n'ai pas reçu un cours d'écoute, pas reçu un cours de gestion des émotions, intelligence émotionnelle, pas reçu un cours d'empathie derrière l'écoute, qu'est-ce que l'autre sent, pas un cours d'analyse systémique, qu'est-ce qui se passe dans un système relationnel comme un couple, une famille ou une équipe de travail. Or, mon métier consistait à comprendre ces enjeux-là. Énorme carence sur le plan relationnel. Donc l'éducation à la relation, au sens, aux valeurs, a absolument besoin d'être instaurée dans nos systèmes pour nourrir un vivre ensemble différent, qui ne fasse plus de tel mécanisme de rejet. Mais comment faire justement pour être entendu par les décideurs politiques, pour qu'ils prennent conscience de cette réalité-là? En partie, pour moi, l'idée de ce petit livre, c'est qu'ils le lisent, qu'ils ne peuvent pas se dire, tiens, voilà une rédaction citoyenne, une journaliste, deux témoins, Tanguy et Sandrine, qui partagent leur parcours de vie, un formateur en relations humaines habitué d'accompagner les personnes dans les méandres de la vie. Qu'est-ce que ces gens-là disent sur l'après-attentat et que pouvons-nous tirer comme enseignement? Je rappelle dans ce petit livre ce qu'on évoquait avec David Van Reybrouck dans La paix, ça s'apprend, le besoin de créer un ministère de la paix, apprendre à se pacifier, des formations pour la paix, de la recherche scientifique pour la paix, des échanges internationaux sur les mécanismes de la paix, et que la paix soit crédibilisée. Donc pour moi, le message est clairement vers les dirigeants.
en les invitant à s'ouvrir à la conscience que des mécanismes de pacification existent, que la paix ne va pas tomber du ciel par miracle, que nous avons besoin de faire les apprentissages nécessaires et que pour cela, des outils extrêmement performants existent, qui ont fait leur preuve depuis des dizaines et des dizaines d'années, parfois depuis des millénaires, comme la méditation, qui a plus de 5 ou 6 000 ans de crédit. Il est temps que nous le sachions et que donc les dirigeants revisitent les budgets pour instaurer ça dans nos pratiques. Nous savons, plusieurs expériences le nomment, on le cite dans La paix, ça s'apprend, que la méditation apporte infiniment plus de disponibilité, de paix intérieure, de créativité, de bienveillance quand on la pratique dans les groupes, notamment dans les classes. De nombreuses expériences le prouvent. C'est pas cher d'apprendre à méditer. C'est extrêmement facile et performant. La communication non violente, même chose. Apprendre l'écoute, le vivre ensemble, le respect, la solidarité, le partage. Voilà des outils pas du tout chers à mettre en place et qui sont sous la main. Alors c'est vraiment un appel à ce que les dirigeants le mettent en place et que les médias sortent du cynisme, voire même du dédain qu'ils adoptent lorsqu'on parle de paix, de pacification, comme si c'était gentillet, un peu New Age. Bisounours, je souhaite vraiment que l'on lâche ce cynisme qui ne sert vraiment à rien et nous dessert profondément. Je rappelle donc le titre de ce livre qui vient de sortir, Bruxelles 22 mars, Vivre après les attentats, écrit avec Laurence Van Rumbroek, et donc paru aux éditions Van Rumbeek, pardon, et paru donc aux éditions Renaissance du livre. Merci, merci Thomas Dansbourg. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt.